devint un foyer majeur de l'Occident chrétien médiéval. Au Moyen-Âge, au sein de l'Empire germanique dont elle était un fief, la comté revendiqua toujours son indépendance. Les comtes qui la gouvernaient affirmèrent toujours leur comté franc et libre. Et quand son destin tourmenté lui donna des maîtres étrangers, allemands, espagnols puis français, elle s'arc-bouta sur son identité et la défendit bec et ongle. Elle souffrit de guerre, de maux et de ravages, mais se releva toujours connu des âges d'or, tel l'âge d'or de son XVe siècle. Les comtes de Bourgogne disaient alors de Poligny qu'était leur bonne ville. Des remparts, renforcés de tours et de portes, entouraient la ville et grimpaient jusqu'au château de Grimont, devenu le gardien des chartes, archives, sceaux et bannières du comté de Bourgogne. Dis donc, Marie, regardons, elle est ben belle, notre ville de Poligny. Ah, pour sûr. Tu sais-tu, Louise, que le nom de Poligny est apparu en l'an 870? Oh bah dis donc, ça ne date pas d'hier, Marie. Et puis alors, c'était au temps de qui? C'était au temps de Charlemagne, quand ses petits-fils héritèrent de son empire. Louis le Germanique hérita de l'abbaye de Poligny. Et où donc elle est, cette abbaye? Ben, là-bas, sur la rive de l'Orrain, au pied des falaises du Dent. Et tout autour, il y avait le bourg de Moutier. On disait pas monastère, autrefois, on disait Moutier. Dis donc, Marie, tu saurais-tu quelque chose, toi, d'un château qui aurait été ben puissant? Mon grand-père, il parlait toujours d'un château qui aurait ben défendu la ville. Ben, je sais qu'un châtel existait déjà en l'an 1069. Il était là-haut, sur le rocher de Grimont. Un château fort, imprenable. Ah bah c'est ça. Mon grand-père, il parlait du château de Grimont. Eh ben oui. Et puis, tout en bas des remparts, tout un bourg se développa. Ce fut le bourg neuf. Et le bourg de Moutier devint l'ancien. Bah, dis-moi voir, le bourg de... C'est pour ça qu'on dit le bourg de Moutier vieillard? Pour sûr. Ben, qu'est-ce qu'il avait de mieux, le Bourgneuf? Bah, il était entouré de remparts, pardi, espèce de gnaude. C'était mieux pour la défense des habitants. Des remparts qui montaient jusqu'au château. Là-bas, les Jacobins, comme tu veux, ou les Dominicains, vinrent s'installer à Poligny en l'an 1275. Et pourquoi donc ils vinrent là, les Jacobins? À cause de notre comtesse de Bourgogne, Alix de Méranie. Mais c'est elle qui leur fit construire leur couvent et leur église. Oh, une bonne comtesse, tu sais, Alix de Méranie. Et son fils donc, un bon fils, c'était le comte Othon IV. Celui qui octroya aux Polignois la charte de franchise en l'an 1288. Dis donc, Marie. Marie, c'est quoi une charte de franchise? Ça voulait dire que les seigneurs pouvaient se gouverner, élire leur échevin et notre mailleur. Alors, en somme, le comte, il donnait la liberté à sa ville. Ah ben non, il restait quand même le seigneur de la ville et il percevait des taxes. Beaucoup de taxes, crois-moi. En tout cas, Poligny devint la bonne ville des comtes de Bourgogne et le châtel de Grimont fut si grand et si fort qu'ils y cachèrent leurs chartes et franchises. Et mon grand-père, il disait toujours que Poligny, c'était une place forte, avec ses tours, avec ses portes. Bah oui, pardi, tu sais bien, il y a la porte de Flageolet, et puis la porte des Mézeaux, et puis aussi la porte de Farlay, et puis la porte de l'Horloge. Et puis en dehors du bourg, les faubourgs, celui de Boussières, de Charcigny, du Treux, du vieil hôpital. Et en cas de péril, les Polignois y passaient les portes et venaient se réfugier à l'intérieur du bourg. Oh, c'était une bonne ville, notre ville de Poligny. Pour sûr, c'était une bonne ville.
Et les périls ne manquèrent pas. Au début du XIVe siècle, la comtesse de Bourgogne, Jeanne, épousa le roi de France, Philippe V. On l'appelait aussi Philippe le Long. Alors, ce mariage mêla le comté de Bourgogne aux affaires françaises et à la guerre de 100 ans. Une guerre que se livrèrent les royaumes de France et d'Angleterre pendant plus de 100 ans. Oui, de 1337 à 1453. Alors, les comptoirs en connurent toutes les cruautés. Et ils durent se défendre contre les compagnies de mercenaires, ces grandes compagnies qui ravageaient le comté et qui le pillaient, qui le rançonnaient. On les appelait les routiers, des égorgeurs, des écorcheurs. Après la guerre, ce fut la peste. Et puis, après la peste, les calamités venues du ciel, les inondations, les hivers gelés, glacés, les orages et les grêles de l'été, les vignes couchées, les moissons brûlées. Le XIVe siècle fut un siècle de malheur. Mais le XVe siècle fut un âge d'or. Un âge d'or qui dura tout le siècle. En l'an 1369, la comtesse de Bourgogne, Marguerite, avait épousé le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Philippe le Hardi, c'était un Valois de la maison royale de France. Il était le fils du roi Jean le Bon. Et Jean le Bon lui avait donné le duché de Bourgogne en apanage. Alors, au fil des unions de nos comtes et de nos comtesses, le comté de Bourgogne s'était agrandi de l'Artois et de la Flandre. Bien que Philippe le Hardi se retrouva à la tête d'un véritable État. L'Artois, la Flandre, le comté de Bourgogne et le duché de Bourgogne formèrent l'État bourguignon. Et les ducs comtes de Bourgogne, ses héritiers, Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire, devinrent presque plus puissants que le roi de France. En l'an 1404, Jean sans peur succéda à son père Philippe le Hardi. Ambitieux, il intrigua pour succéder au roi de France, son cousin Charles VI, et n'hésita pas à manigancer l'assassinat de Louis d'Orléans, frère et successeur naturel de Charles VI. Regarde-moi là, canfouine toi-même. Tiens, vous donc, vous savez ici que notre duc et notre duchesse sont parmi nous? Oui. Bien, vous voulez rentrer dans la maison de notre duc, la rue du dessus? Oui. Mon Julot, il me dit que cette maison, eh ben on va y mettre les sœurs Clarisse. Oh, putain, c'est ce qui se dit, les sœurs, allez venir. Moi, je crois pas qu'ils vont y venir, j'y crois pas. Bien sûr que non, que c'est pas une bonne affaire. Dans cette maison, on y met les blés puis les vins du duc. Il y a des barils de poudre, des canons. Ils mettent des bounceurs à la place. Il est aux guerres indiquées par les temps qui courent. Par les temps qui courent. On est en place, sœur. Qu'est-ce que tu chantes là, hein? Mais à vivre la guerre, c'est bien. Le duc, il a moult ennemis, puis qu'il a fait trucider son cousin. Il est aux parents quand même de faire étriper le frère du roi de France. Tout ça pour y prendre sa place. Bah moi je vois pas pourquoi notre duc, hein, il voudrait prendre la place de son cousin, hein. C'est pas un gnôde, hein. Hé! Mais sinon pas que le roi Charles VI est folle. Et puis puisque son frère est trucidé, il pourrait bien venir roi de France. Il n'en est pas une vilaine ni près, notre Jean sans peur. Et même prêt à traficoter avec les Anglais. Ouais. Une idée aux
aussi, si notre duc c'est un vilain, et que notre duchesse Marguerite, eh ben, elle veut qu'il donne cette maison, justement, pour sauver son âme, pour pas qu'il aille en enfer. Sauver son âme. Ah oui. En 1415, Jean sans peur, duc et comte de Bourgogne, était aussi le seigneur de Poligny. Et comme il était toujours absent, Marguerite de Bavière, son épouse, la duchesse, devint en quelque sorte la gouvernante du comté. Une duchesse très pieuse. Elle avait des relations très privilégiées avec les abbés, les abbesses, les moines, les moniales. En 1410, un moine franciscain réformateur, qui s'appelait Henri de Beaume, lui présenta Colette de Corbie, la réformatrice de l'ordre de Sainte-Claire et la gardienne de l'ordre de Saint-François. Des relations aimables se nouèrent tout de suite entre la duchesse et Colette de Corbie, qui devint sa protégée, on peut même dire son amie. La duchesse sollicita Colette pour qu'elle fonde un monastère à Poligny. Et elle supplia son époux le duc de lui donner une maison pour cette fondation-là. Dans la tradition médiévale, fonder un monastère revenait à accomplir une bonne œuvre pour implorer les grâces du ciel. Et la duchesse avait toutes les raisons du monde de persuader son époux le duc de faire une bonne œuvre, de fonder un monastère. Un époux intrigant, toujours plongé dans des manigances et des complots assassins. Je ne sais pas si je fais bien de céder à vos vœux, madame. Cette maison nous sert d'arsenal. Et en temps de guerre, un arsenal est plus utile qu'un monastère. Le roi d'Angleterre vient de débarquer en Normandie. Il va anéantir la chevalerie française. C'est sûr. C'est sûr aussi que je vais être appelé au trône de France, à la place de mon fol cousin Charles VI. Alors, les partisans de feu son frère Louis ouvriront les hostilités contre moi. Je vous en conjure, mon époux, renoncez à vos rêves royaux. Ils vous ont fait commettre un crime dont vous devrez répondre devant Dieu. Votre âme est en péril. Pensez, mon noble époux, à votre salut. Un monastère de femmes, c'est ce qu'il vous faut. Les sœurs dont je vous parle sont de saintes femmes qui sauveront votre âme par leurs prières. Donnez cette maison à Mère Colette. Mais dites-moi donc, qui est cette sainte femme ? Mère Colette nous vient de Picardie, de la ville de Corbie. Elle et ses compagnes forment l'ordre des sœurs Clarisse, l'ordre des pauvres dames. Pauvres dames ? Oui, elles parcourent routes et chemins, pieds nus, sur un pauvre chariot ou sur une mule. Elles jeûnent et se mortifient pour racheter les péchés des hommes. Donnez cette maison à Mère Colette, mon noble époux. Elle en fera un monastère. Dieu vous en saura gré. Il vous remettra vos péchés et vous évitera l'enfer. L'enfer ? L'enfer. Alors oui, ma chère épouse, donnons cette maison à Mère Colette et qu'elle en fasse un monastère et que les Clarisses, par leurs prières, protègent
notre bonne ville de Poligny. Et sauve votre âme, mon bon époux. Colette de Corbie arriva à Poligny le 16 juin 1415. La maison que le duc Jean sans peur lui donna dans la rue Dessus lui convint bien. Appuyée à la roche de Grimont, serrée entre rue et falaise, elle offrit entière sécurité et sûreté à sa communauté. Que de chemin parcouru par Colette, depuis son enfance à Corbie, en pays de Somme. En l'an 1402, à l'âge de 21 ans, elle était devenue la recluse de Corbie. À cette époque, dans les villes du Moyen-Âge, il y avait beaucoup de recluses. Elles se faisaient emmurer jusqu'à leur mort pour vivre leur unique amour qu'elles voulaient vivre avec Dieu. Colette prononça donc ses vœux d'enfermement perpétuel dans le reclusoire qu'on adossa à l'église Notre-Dame de Corbie. Dans son reclusoire, elle pria, elle implora son époux divin et elle eut des visions. Elle reçut une injonction divine, une mission divine que Dieu lui commanda, celle de réformer les ordres de Saint François. En l'an 1406, l'évêque d'Amiens lui permit de rompre ses vœux d'enfermement perpétuel et de partir rencontrer le pape Benoît XIII, le pape d'Avignon, parce qu'à cette époque, il y avait deux papes, le pape de Rome et le pape d'Avignon. Donc elle devait aller rencontrer le pape Benoît XIII, le pape d'Avignon, pour qu'il la nommât réformatrice des ordres de Saint François. Partir de Corbie à Avignon, et même pas à Avignon, parce qu'à cette époque, le pape Benoît XIII était à Nice, réfugié dans le château des ducs de Savoie. Vous voyez le périple de Corbie à Nice. Il fallait des moyens financiers. C'est le moine franciscain Henri de Beaume qui s'occupa de tout le convoi et qui s'occupa du périple. C'est lui qui affréta les chariots, qui s'occupa de tout, de toutes les formalités. C'est quand même un voyage qui dura longtemps. Ils partirent de Corbie au mois de juin 1406 et ils n'arrivèrent à Nice qu'à la fin du mois d'octobre. La rencontre avec le pape Benoît XIII fut un enchantement. Il nomma Colette, effectivement, abbesse générale des ordres de Saint François. À cette occasion-là, il donna à Colette un bréviaire dont elle ne se sépara jamais. En 1410, elle prit possession du couvent de Besançon. Un couvent qu'elle réforma, de toute façon il ne restait que 2 sœurs. Mais quand même, elle établit tout de suite le principe de très haute pauvreté, le principe qui avait été peu à peu abandonné au long des siècles depuis Claire. En 1412, elle réforma le couvent des Cordeliers de Dole et elle fonda aussi, à l'instigation de la duchesse de Bourgogne, elle fonda le monastère d'Auxonne. Bon, on a vu qu'elle avait fondé le monastère de Poligny. En Bourgogne, elle fonda encore le monastère de Sœurs en 1422. Donc, vous voyez que la Bourgogne fut vraiment l'épicentre de
la réforme collectine. C'est bien simple. Colette fut une grande réformatrice et fondatrice de monastère. Mais elle ne fut pas seulement cela. Elle fut aussi une mystique, dans la grande tradition des mystiques du Moyen-Âge. Elle pratiqua la vie contemplative et la prière. Elle enseigna l'amour de Dieu avec ferveur à toutes ses moniales. Une vie contemplative qui illustre à merveille les bréviaires des princesses. Les bréviaires qu'on appelle les bréviaires des princesses, conservées au monastère d'Amiens, le dernier monastère qu'elle fonda en l'an 1442, 5 ans avant sa mort. Tu sais-il, Louise, que juste à côté du couvent des Clarisses, les Paulinois s'étaient mis à construire l'église Saint-Hippolyte. Un grand chantier qui dura des années, tellement longtemps que le duc Jean sans peur la vit jamais se finir. Ah bon, pourquoi ça? Parce qu'il s'est fait assassiner en l'an 1419, espèce de gnaude. L'an 1419? Une bas mauvaise année. C'est l'année où mon Jaco, il a trépassé. Non, le Jaco, t'as bien vite remplacé par l'Auguste. En tout cas, pour en revenir à l'église et à nos comptes, c'est Philippe le Bon, le fils de Jean sans peur, qui la vit finie grande et belle. Elle devint même collégiale, c'est dire son importance, hein. Les Paulinois, ils s'en trouvaient bien aises. Ils préféraient voir leur église à l'intérieur des remparts, plutôt qu'en dehors des murs, comme l'était la vieille église de Moutier. En tout cas, avec son châtel de Grimont, sa collégiale Saint-Hippolyte, ses remparts et le couvent des Clarisses, Poligny devint au XVe siècle une grande ville de Bourgogne. Elle comptait 500 feux. 500 feux? On comptait comme ça, un feu, c'est 4 ou 5 habitants. Ah, alors 500 feux, ça faisait... Enfin, 500 feux, ça faisait... ça faisait 2000 ou 2500 habitants. En tout cas, quand la collégiale Saint-Hippolyte fut enfin couverte de son clocher dans les années 1450, les chanoines y célébrèrent une grande messe en présence de notre archevêque et de notre duc Philippe le Bon. Oui, donc arrête donc de jacasser, il faut aller éclairer nos bêtes. T'as raison, Louis. On y va. En effet, le duc Jean sans peur fut à l'origine de la construction de l'église Saint-Hippolyte. En l'an 1408, l'église paroissiale de Moutier, du faubourg de Moutier, avait brûlé, un grand incendie. Alors le duc Jean sans peur décida de construire une nouvelle église paroissiale à l'intérieur des murs du Bourgneuf de Poligny. Là, une sécurité pour les paroissiens nettement mieux protégée derrière les remparts. La première pierre fut posée en 1415, l'année même où arrivèrent les Clarisses. L'année d'après, en 1416, l'élévation du chœur commença. Mais le duc Jean sans peur ne la vit jamais finie, puisqu'il fut assassiné le 17 septembre 1419 sur le pont de Montreux par les hommes du dauphin, le futur roi Charles VII. Alors le duc Philippe le Bon reprit le projet, un chantier monumental. Il fut beaucoup aidé par des mécènes. En particulier, l'un des plus grands mécènes fut un Paulinois, Jean Chouzat. Il était gouverneur des finances des ducs de Bourgogne. Il donna beaucoup d'argent pour cette construction-là. Il fonda même un collège de chanoines en l'an 1429.
Si bien que l'Église devient une collégiale par bulle pontificale de l'an 1431 accordée par le pape Eugène IV. Enfin, les travaux durèrent encore très longtemps. Ce n'est que dans les années 1455-1457 que le clocher de la collégiale fut achevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de notre Sainte Mère l'Église. Au nom de notre souverain pontife le pape Nicolas V. Que soit loué et béni notre duc Philippe le Bon, duc de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois et de Bourgogne. Que la collégiale Saint-Hippolyte de Poligny jouisse pour toujours de nos bienfaits et protections. Je tiens, chers Polignois, à honorer 2 enfants de votre ville, devenus de hauts personnages de notre État. Par leurs dons, largesse et générosité, ils ont permis l'édification de votre collégiale. Je nomme d'abord Feu Jean Chouzin, gouverneur des finances de Feu mon père, Jean sans peur, ambassadeur des ducs de Bourgogne à la cour du roi de France et conseiller en mon conseil. Il consacra une partie de sa fortune à l'élévation de cette église, puis à la fondation d'un collège de chanoines pour la servir. Paix à son âme. Je cite ensuite Jean Chevreau, issu d'une vieille famille polignoise. Ses mérites m'ont fait lui octroyer l'évêché de Tournai, l'un des sites épiscopaux les mieux dotés de la Flandre. C'est à ces dons, chers Polignois, que vous devez l'achèvement du clocher de votre collégiale. Qu'il en soit remercié. Remercié et pris.
Le duc Philippe le Bon régna pendant 48 ans, de 1419 à 1467. Duc de Bourgogne, comte de Bourgogne, de Flandre et d'Artois, il devint aussi comte de Namur, de Hainaut, de Hollande et de Zélande, duc de Brabant et de Luxembourg. Il devint le plus puissant prince de la chrétienté et résida plus souvent à Bruges qu'à Dijon. L'État bourguignon fut à son apogée. Ce fut le temps des imageurs bourguignons, de Claus Sluter, Claus de Verve, Jean de la Huerta. Leur statuaire orna les églises et les chapelles de Poligny. C'est Claus de Verve qui est le sculpteur de la Vierge à l'Enfant. La Vierge à l'Enfant a un don des ducs de Bourgogne au monastère de Poligny dans les années 1415-1417. In Syria desert
Dans les années 1920, elle a été vendue à un collectionneur, François Buyermet, qui l'a revendue à un grand marchand d'art parisien, Georges de Motte, qui lui-même l'a revendue à un marchand d'art de New York. Elle est magnifiquement mise en valeur dans une chapelle médiévale reconstituée. Et dans cette chapelle médiévale, il y a aussi 3 autres saints de Poligny. Le Saint Paul de Clause de Verve, qui était dans une chapelle de l'église des Jacobins, le Saint Jean-Baptiste et le Saint Jacques Majeur de Jean de la Huerta, qui étaient soit aux Jacobins, soit aussi à l'église de Moutier-Vieillard, on ne sait pas très bien. Et ces statues ont connu le même sort que la Vierge à l'enfant, vendue à Paris, revendue à New York. La collégiale Saint-Hippolyte n'a maintenant que les moulages. Attache-toi à cette très douce main, Marie, qui a mis au monde cet enfant que les cieux ne pouvaient contenir. De même donc que la glorieuse Vierge des Vierges l'a portée matériellement, de même toi tu pourras toujours la porter. Si tu suis ses traces en son humilité, sa pauvreté, tu pourras contenir en toi celui qui te contient, toi et tout l'univers. Tu pourras contenir en toi celui qui te contient, toi et tout l'univers. En l'an 1467, Charles le Téméraire succéda à son père Philippe le Bon. Il avait 34 ans, rempli d'orgueil et d'ambition. Pour agrandir ses territoires et réunir ses États bourguignons du nord et du sud, Charles le Téméraire voulut conquérir la Lorraine. Il ne fit que provoquer l'alliance de Louis XI et du duc de Lorraine, René II. Le duc de Bourgogne perdit et périt. Le 5 janvier de l'an 1477, dans un froid glacial, son armée fut mise en déroute. On retrouva le duc mort sous la glace du marais Saint-Jean, près de Nancy. S'acheva alors l'union du duché et du comté. En effet, Louis XI avait pu rattacher facilement le duché de Bourgogne au royaume de France, puisque le duché était un apanage qui avait été donné par le roi de France. Et il n'en était pas de même du comté de Bourgogne, apporté en dot par mariage au duc de Bourgogne Philippe le Hardi. Le comté de Bourgogne restait un fief du Saint-Empire romain germanique et possession de Marguerite de Bourgogne, la fille et héritière de Charles le Téméraire. Elle aurait pu évidemment épouser le dauphin
de France, mais elle ne le voulut pas. Louis XI lui déclara la guerre. En l'an 1477, il mit en œuvre une armée de 14 000 hommes pour assiéger la ville de Dole, qui était la capitale du comté de Bourgogne. Oh, le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien de Habsbourg, le fils de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, un mariage qu'elle fit au mois d'août 1477, rendit Louis XI fou de colère, mais galvanisa la résistance des Toulois, qui firent déguerpir les Français hors de la ville de Dole. Oh, ils étaient bourguignons, ils disaient, jamais ils ne deviendraient français. Alors, 2 ans après, Louis XI revint avec une armée encore bien plus puissante. Il assiégea encore Dole. Il bombarda les murailles. La ville fut conquise. Alors, les autres villes du comté de Bourgogne, Arbois, Salins, Poligny, commencèrent à comprendre que la conquête française allait commencer. Et des rumeurs se propagèrent. Des Doulois massacrés. Les Français leur auraient coupé la langue. Des rumeurs affreuses qui circulaient et qui faisaient peur. Oui, on disait que les seuls Daulois rescapés au siège de Louis XI, c'était ceux qui s'étaient enfermés dans une cave qu'on appelait maintenant la cave d'enfer. Une idée qui faisait chemin chez les Paulinois. Tiens, tout ton poussard au Pierrot. Tiens, le Martin. Hé, le Martin. hé. Hé, toi. Oui. Tiens, on va me couper du Oh, mais oh. Alors, je vous dis qu'il faut se tenir caché ici. Hein. Oui. On en 22. Les Daulois, ils résistent pas. Ouais. Mais ils vont pas tarder à être rapatriés. Les Français, ils violent les femmes. Oui. Ils trucident les hommes et les bêtes. Ils brûlent les maisons et les granges. Tout ça parce que les Daulois veulent pas être français. Pour sûr. Notre Marie de Bourgogne, elle a bien fait de pas se marier avec le dauphin de France. On n'y serait plus bourguignon. Et pourquoi tu veux pas être français, toi? On parle bien français. Alors autant être en paix en tant que français que de se faire trépasser en restant bourguignon. Oui. Restera bourguignon. Vive la Bourgogne. Vive la Bourgogne. Hé. Oui. Hé, amène-moi de la lichette. Une lichette. Non, Oui, je vais pas prendre point, hein. Vous oubliez qu'on a un Paulinois qui va nous sortir de là. J'en veux hier par ici, hein. Je me demande où c'était qui pourrait se cacher. Ici, il y a des niaques qui ont peur des Français. Mais Paulinois, je vous dis, c'est Jacques Poitiers. Il est près de notre vieille église de Moutier. Ah, bien sûr, le Poitiers. Il a bien fait son chemin, celui-là. Il est monté à la cour de France. Il est devenu médecin du roi. Eh ouais. Puis ils sont confidents. Eh ouais. Et on dit même qu'il l'a envoûté. Oui. Il l'a envoûté. Et je l'ai entendu dire aussi. Il dit à Louis XI de mettre ses guibolles dans du lait d'ânesse. Il met ses guibolles dans du lait d'ânesse. Il le tourne boule comme il veut. Tu veux dire que c'était Poitiers? Il dit au roi que s'il brûle Poligny, il va mourir d'apoplexie et d'autres choses. Oui. Le roi, il aura si peur qu'il n'osera pas brûler Poligny. Peut-être pas, ouais. Il racontera dans de sornettes que le roi, il sera Poligny-Sauve. Et voilà. Oh, ben, ça, tu sais, hein. Tu sais que c'est un malin, lui, hein.
sais-tu, Louise, que beaucoup de Pollinois faisaient confiance à Jacques Coictier pour sauver la ville de Poligny? Un Pollinois né au faubourg de Moutier. Mais même éreinté, faut-il que tu me tournes boule la tête avec ton Jacques Coictier? Un homme rusé et malin, médecin de Louis XI. Il avait la confiance du roi qui le comblait d'argent et de bienfaits. Ben, d'autres disaient qu'il valait mieux faire confiance aux Clarisses, qu'avec leurs prières, elles allaient nous éviter des malheurs. Et puis notre sainte mère Colette, elle priait pour nous, et puis elle veillait sur la ville. En tout cas, quand Dole tomba aux mains des Français le 25 mai 1479, les Pollinois, ils s'épouvantèrent. Et ils se mirent tous à prier le bon Dieu et tous ses saints. Même l'église de Moutier-Vieillard, elle désemplissait pas. La mère Guillot, elle allait prier 3 fois par jour, Saint-Antoine, et même la nuit. Bon, dis, c'est pas ton Jacques Coictier, là, qui va nous y étendre notre linge. Allez. L'église de Moutier n'était plus paroissiale, mais il s'y disait une messe chaque jour. Et les Pollinois aimaient venir y prier. C'est que Moutier était cher à leur cœur. C'était le premier bourg de Poligny, le bourg du monastère, le bourg du Moutier, qui avait été fondé au XIe siècle. Moutier avait été le premier bourg de Poligny jusqu'au XIIIe siècle. Quand il céda la place au bourg neuf, qui se construisit au XIIIe siècle au pied du château de Grimont et qui fut entouré de remparts et de tours. Et à partir de là, le faubourg de Moutier fut laissé en dehors des portes. Ce fut un faubourg, le faubourg du vieux Moutier, Moutier-Vieillard. Ah, si seulement tout le monde priait Saint-Antoine avec votre ferveur, Dame Guillot. Et si seulement les Français l'avaient prié aussi bien que vous. Dites, votre époux, le sieur Guillot, a-t-il des nouvelles de cette pauvre ville de Dole? Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Les murailles sont effondrées. Des centaines d'habitants ont péri. Seuls les plus chanceux ont pu se sauver dans la forêt de Chaux. Prions pour eux. Il se dit, en effet, que certains Dolois se doutaient de l'issue fatale. Pendant le siège, ils auraient tourné casaque et se seraient rangés du côté des Français. Qu'en sait le sieur Guillot? Il le dit aussi, mais c'est surtout le sieur Vury qui s'est mal conduit. Il était pourtant le trésorier des finances de notre comtesse Marie de Bourgogne. Un homme de confiance de la Bourgogne. Et il l'a trahi. Mais pour prix de sa trahison, Louis XI n'a pas brûlé sa maison. Le sieur Guillot dit que Vury a vendu son âme au diable. Je crois que Poligny a bien fait de se rallier à Louis XI. Depuis, les Français nous traitent bien. Installés en notre châtel de Grimont, ils ne nous gênent pas et vivent en paix avec nous. On dit même que l'université et le Parlement pourraient venir s'installer ici. Qu'en pense le sieur Guillot? Le sieur Guillot dit que Poligny aura seulement l'université. Le Parlement ira à Salins. En tout cas, il se réjouit de la paix qui règne ici. Dieu soit loué. Remercions nos bonnes Clarisses d'avoir prié pour nous. Dieu nous a épargnés.
donc, va bien sécher à cette heure, hein. Pour sûr. Notre linge. Regarde. Mais, dis-là. Ma foi, c'est que le sort des Paulinois fut bien plus enviable que celui des Daulois. Louis XI y fait même réparer les murailles de la ville et celles du châtel de Grimont. C'est ce qui se dit. Dole fut ruiné et Poligny resta gaillarde. Pour sûr. Oh, ouais. Oh mes idons là, c'est pas bagarre donc que je marche dessus. Regarde, il y a un bouquet de tipor qui est encore au soleil là-bas. Qui n'est pas au soleil. Au XVIe siècle, la Franche-Comté connut un nouvel âge d'or, sous le règne de Charles Quint, petit-fils de Marie de Bourgogne. Empereur d'un puissant empire, Charles Quint, comte de Bourgogne et seigneur de Poligny. Poligny peuplée de 3000 âmes, une des villes les plus importantes du comté de Bourgogne. Peuplée de vignerons, de cultivateurs, de tanneurs, de tisserands, de drapiers, de tisseurs de laine, que faisaient vivre les moulins de la Glantine, ces foules à draps, ces battoirs à écorce et à chanvre. Les Polignois se mirent au service de leur comte et empereur. Le maire Léonel de Battefort devint le grand argentier de Charles Quint. Beaucoup de Polignois exercèrent des fonctions prestigieuses, tels leurs aînés, Jean Chouzat et les autres, au temps du XVe siècle, de l'âge d'or bourguignon. En 1756, lors de son abdication, Charles Quint donna le comté de Bourgogne à son fils Philippe II, roi d'Espagne. À cette époque, on commença de plus en plus à dire la comté plutôt que comté de Bourgogne, la comté libre et franche, la Franche-Comté.